Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel on va dans les coulisses de métiers un peu oubliés ou un peu particuliers. Et ici, on va aller dans les coulisses de la création de cartes à jouer par une artisane cartière. Elle est l'une des dernières en France à faire manuellement et artisanalement les cartes à jouer. Je parle de Agnès Kapler qu'on va avoir le plaisir d'interviewer et on va avoir le plaisir de visiter son atelier. Juste avant de commencer, si cette vidéo et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner. Pour vous, c'est vraiment pas grand chose et pour nous, ça nous aide vraiment à voir quel format vous intéresse et ça nous encourage à continuer ce genre de contenu. Donc tout de suite, je vous emmène avec moi près de Paris dans l'atelier de cartogramme d'Agnès Kapler. Donc on vient d'arriver chez Agnès Kapler. Bonjour Agnès. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui nous regardent? Oui, bonjour Thibaut. Je suis artisane de la carte à jouer. J'ai commencé mon activité il y a environ 10 ans et je me suis passionnée finalement pour ces images. J'ai voulu les recréer de façon artisanale. Petit à petit, j'ai monté mon atelier. Super. Alors on dit artisan cartier ou cartière? Ah bah maintenant, de nos jours, on dit artisane cartière. Artisane cartière. Donc depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Alors c'est vrai que j'ai commencé il y a 10 ans environ, mais là vraiment de façon très informelle, dans ma cuisine, en faisant des essais, des recettes de colle. Et j'ai déclaré mon activité en 2020. Pendant le Covid du coup? Voilà, pendant le Covid, où ça a pas mal fonctionné. Mais je travaillais déjà sur le projet très sérieusement depuis 2018. Ok. Et comment est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a des manuels, des livres, des artisans ou artisanes que tu es allé rencontrer? Comment est-ce que tu as commencé? Alors au début, j'ai pas pu beaucoup me déplacer, voir d'autres artisans, et puis il y avait très peu d'artisans qui faisaient des cartes à jouer de façon traditionnelle. Donc ma principale source d'inspiration en dehors d'Internet qui m'a aiguillée, c'était les encyclopédies des Lumières qui référençaient les anciens métiers et qui expliquaient même très techniquement les matières, les recettes, les façons de faire. Et à partir de ça, j'ai essayé, je me suis amusée. Et puis, Oui, donc tu as vraiment repris le savoir-faire presque ancestral, enfin ancien en tout cas, de l'encyclopédie d'Hydro, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et ça vient d'où le nom cartogramme? Alors cartogramme, c'est Avec la un K. contraction. Oui, alors il y a le K, ça vient de Kepler. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à la famille. Je pense que c'est important. Je tiens, je pense, de mon père une curiosité insatiable. Et lui adorait l'astronomie. Et je pense que c'est aussi une ouverture un peu sur la spiritualité quelque part. Donc le K, j'y tenais bien. Et puis le K, carte, alors forcément, Oui. voilà. Donc j'ai gardé le K, et cartogramme, c'est la contraction de carte et de hologramme. L'hologramme qui fait penser à un univers de multiples dimensions. Et pour moi, les cartes sont multidimensionnelles tant par leur symbolisme que par leur épaisseur sur laquelle je travaille. Qu'est-ce qui te plaît tant justement dans ce que tu fais, dans ce que tu, j'allais dire construis, on peut dire peut-être construit, crée en tout cas, dans les cartes à jouer? Qu'est-ce qui te plaît tant chez les cartes à jouer? Qu'est-ce qu'elles ont de... Écoute, moi je pense que déjà les cartes à jouer, c'est les meilleurs souvenirs d'enfance. C'est des moments de retrouvailles en famille, c'est des moments de jeu, d'éclat de rire, aussi de tension, parce que des fois, qui Dans ne les s'est jeux, pas, oui. qui s'est pas pris la tête sur une partie de belote, mais voilà, c'était vraiment déjà les vacances et l'amusement. Et ensuite, sur les cartes, ce que je trouve formidable, c'est que c'est un support d'expression qui est nos limites. Quelque part, on peut explorer différentes formes de jeu, différents styles d'illustration. Et c'est un support qui est, voilà, que je trouve génial du côté ludique et puis du côté créatif. On peut vraiment aller loin avec. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique sur les cartes à jouer? Elles sont apparues à peu près quand? Je sais que l'origine est un petit peu floue, je crois. Mais est-ce que tu peux nous dire rapidement les grandes étapes de la vie de la carte à jouer? Alors, de ce que j'en sais, 1372, on a la première mention d'une carte à jouer dans un texte de loi qui vise à les interdire. Donc on suppose que déjà au début du XIVe siècle, il y avait des cartes à jouer pour qu'elles soient interdites à cette époque-là. Les cartes à jouer sont forcément liées à l'histoire du papier. On sait que le papier transite de Chine vers l'Occident, peut-être déjà dès le XIIe siècle. Et grâce au papier, on peut fabriquer ces fameuses cartes à jouer. Donc c'est lié. Donc c'est très 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 ancien, ça on en est sûr. Et on retrouve les premières cartes au XVe siècle, dont certaines cartes de tarot enluminées qui sont absolument fabuleuses. Donc là tu parlais 1372, donc 1372, c'est dans quelle région du monde? On est à Venise.
Donc en Donc, Italie, ouais. c'était vraiment, je pense, la capitale des échanges Orient-Occident. Et on sait aussi qu'au XVe siècle, il y avait un jeu qui existait dans l'Empire mamelouk, un jeu princier qui a été conservé jusqu'à nos jours. Donc certaines personnes prétendent que les cartes sont nées en Orient, puis sont arrivées en Occident, mais on n'en a pas la preuve. Oui, oui. Donc L'origine est un petit peut-être peu que floue, oui. l'origine vient d'Occident et puis qu'elles sont reparties en Orient. En tout cas, on sait que les échanges commerciaux fonctionnaient bien. On sait qu'il y avait le papier à l'Orient et on sait qu'on trouve les premières cartes soit au Oui. Moyen-Orient, soit en Occident. Donc Et le donc, mystère après, reste. ça a été quoi l'évolution des cartes à jouer? Je sais que notamment, un peu plus tard, c'était utilisé comme moyen de mettre des billets, enfin des mots manuscrits. On écrivait des mots sur les cartes à jouer et on s'envoyait les cartes comme support papier. Quelles sont les autres étapes de la vie de la carte à jouer après l'apparition? Est-ce qu'il y a eu d'autres moments intéressants dans la vie, dans l'histoire de la carte? Alors, je pense que à nouveau, il faut toujours revenir au papier. Le papier était une matière très rare finalement, qui provenait des chiffons recyclés, etc. Donc on n'avait pas autant de papier qu'on voulait. Et ces cartes à jouer étaient finalement assez précieuses, elles étaient toujours recyclées. Souvent les dos de cartes étaient blanches, elles servaient sur un jeu de cartes qui était peut-être incomplet. Jamais les cartes n'étaient jetées, elles servaient effectivement pour de la Écrire des mots, correspondance, pour des petites notes. Euh, je saurais pas dire s'il y a eu vraiment Une une autre autre étape. particularité sur l'utilisation de ces cartes. Non, je sais pas. Et donc, toi, tu fabriques donc les cartes à jouer, comme on va le voir maintenant, donc avec ton entreprise Cartogramme. Donc, c'est toi qui fais tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on te fournit l'illustration et tu réalises la carte à jouer, le support fini. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes de la fabrication d'une carte à jouer dans ton atelier ici? Oui, tout à fait. Alors, du moment que j'ai l'image et que j'ai constitué un fichier prêt à imprimer, moi, je vais déjà commencer à préparer mes papiers pour l'impression. Donc, ça va être les couper, préparer le support. Je les imprime par la suite, avec tous les contrôles et réglages qui vont avec. Vient ensuite l'étape, la grande étape du contre-collage ou du marouflage. Donc là, je fabrique ma colle, je contre-colle les dos, les faces sur un petit carton opaque qui va donner de l'épaisseur et de la résistance. Par la suite, il faut laisser sécher, parce que là, on a beaucoup humidifié les papiers, il faut vraiment laisser sécher à Donc, plat. entre deux plaques de Voilà. buvard. On met des buvards et des plaques en bois, et idéalement sous poids aussi, pour vraiment garantir la planéité des cartes. Une fois le séchage abouti, on va pouvoir lisser les cartes avec le savon et une pierre d'agate qui va faire rentrer le savon à la surface des cartes. Donc c'est une étape qui est assez importante pour que la surface des cartes ne s'use pas et pour que les cartes soient bien glissantes. Donc on va pouvoir les mélanger facilement, donc ça c'est une étape importante. Puis vient effectivement à la fin la découpe de toutes les cartes, l'arrondissage des coins qui facilite quand même la prise en main et éventuellement le tri pour qu'elles soient toutes organisées avant d'être livrées. Est-ce que tu sais si vous êtes encore nombreux en France à exercer ce métier, en tout cas artisanalement, pas en tant que grande société Oui, des petits artisans quartiers, on doit être, j'en ai 3-4 là, en tête. Je pense Oui, pas qu'on ait plus que les doigts d'une main. pas beaucoup, oui. Pas beaucoup. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a une association des artisans quartiers, des choses comme ça ou... Non, ça s'est pas fait. En tout cas international, puisque national, si vous êtes sur les doigts d'une main, peut-être que c'est un peu... Alors, j'ai des bonnes relations avec d'autres personnes qui sont dans le domaine de la carte à jouer. Après, on est tous un petit peu spécialisés sur nos propres jeux. C'est pas évident, donc il n'y a pas Ouais. encore d'organisation qui s'est fait autour de Et ça. c'est quoi ta spécialité, toi, si tu devais en mettre une en avant? Alors moi, je peux faire du sur-mesure, ce que d'autres artisans quartiers ne font pas forcément. Ok. Et je peux vraiment réaliser un jeu à la demande ou alors une finition sur le dos à la demande. Et j'enlumine aussi les cartes à la feuille d'or. Si Oui. on veut vraiment aller au-delà d'un jeu artisanal, on peut imaginer les symboles de son jeu ornés d'or. Et est-ce que tu peux nous présenter succinctement, par exemple, le jeu sur lequel tu es en train de travailler, en tout cas le jeu qu'on a vu tout à l'heure, sur lequel tu es en train de fabriquer, c'est une commande d'un client, c'est toi qui souhaites reproduire ce jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeu? Alors sur ce jeu, donc c'est le jeu de Claude-François Caraja, donc c'est un jeu de tarot de Chambéry qui date de 1815.
Et là, c'est une collaboration avec un artiste argentin qui s'appelle Pablo Robledo, qui est vraiment spécialisé dans la restauration des jeux de tarot anciens, type de Marseille. Son travail réside en vraiment conserver les traits d'origine et améliorer la perception qu'on en a avec un travail sur les couleurs. Son travail est reconnu mondialement et on s'apprécie beaucoup, on aime beaucoup travailler ensemble. Donc là, c'est plutôt la collaboration qui a motivé la naissance de ce jeu, mais aussi l'idée que ce jeu de Claude-François Caraja est très particulier dans son design parce qu'il s'inscrit entre les tarots de Besançon, qui ont une iconographie particulière, les tarots de Marseille type 1, les tarots de Marseille type 2. Est-ce que tu peux définir ce que c'est type 1 et type 2? Oui, tout à fait. Alors les tarots de Marseille type 1 sont les plus anciens, on va dire, jusque début du XVIIe siècle. Sont des tarots sur lesquels on va avoir le soleil, les rayons du soleil sont tous droits, la lune nous fait face, enfin le visage de la lune, dans la carte de la lune nous fait face, et le petit amoureux dans la carte de l'amoureux a les yeux bandés. Donc ce sont 3 repères clés. Sur les tarots de type 2 qui sont plus récents en réalité, voilà, post-17e, là les rayons du soleil sont ondulés, la lune est vue de profil et le petit amoureux, le petit angelot a les yeux découverts. Et sur ce tarot de Caraja, il y a un mélange un petit peu de ces styles-là. C'est un tarot qui est aussi inspiré peut-être plus des échanges avec l'Allemagne, les régions de Besançon, l'Est. Donc on voit bien un peu les influences qu'avait chaque atelier les uns sur les autres. Quels sont tes clients types? C'est-à-dire pourquoi quelqu'un vient te voir pour fabriquer un jeu? Est-ce que c'est une demande pour offrir? Est-ce que c'est pour jouer au jeu, le collectionner? Quelle est la motivation derrière ça? Alors j'ai essentiellement des collectionneurs qui apportent une grande importance à la qualité de leur collection. Donc ils vont se décider à travailler avec moi pour un jeu, souvent un jeu de tarot j'avoue, mais ça peut être aussi des jeux de cartes, des jeux d'alluettes, jeux de poker. Et ils vont décider d'agrandir leur collection avec une pièce qui va durer dans le temps, qui a une qualité de fabrication, une qualité de représentation, une rareté aussi, parce que j'ai pas forcément édité des jeux qu'on connaît déjà partout. Donc ça permet cette spécialisation. J'ai parfois des artistes qui ont créé leur propre jeu et qui viennent réaliser à l'atelier leur exemplaire artisanal eux-mêmes. Donc ça c'est très sympa aussi. Et ça m'est arrivé d'avoir des collectionneurs qui ont un jeu antique, qui veulent réellement utiliser, mais ils préfèrent... Sans abîmer le... Voilà, ils préfèrent conserver l'exemplaire antique, mais utiliser une belle version artisanale. Donc là, ils font appel à moi. Il y a tous les profils en fait. Très variés, très différents. Combien tu penses avoir fabriqué de jeux jusqu'à là? Je pense que j'en ai dû en fabriquer au moins 500. Ah oui, parce que quand on voit le temps que ça prend de fabriquer un jeu... Ouais, mais ça fait 10 ans. Non, peut-être 500, c'est beaucoup. Non, après, il y a des petits jeux, il y a des grands jeux. Mais oui, entre 300 et 500, là, je pense que je suis dans la vérité. Et est-ce que parmi tous ces jeux-là, il y en a un qui t'a apporté peut-être pas de plus de satisfaction, mais en tout cas, c'est sûrement à chaque fois un plaisir de faire n'importe quel jeu. Mais est-ce qu'il y en a un qui te revient en mémoire plus facilement, qui t'a plus marqué, ça peut être aussi bien pour la personne qui portait le projet ou pour le design des cartes? Est-ce qu'il y en a un Alors, bon, bien sûr, moi j'ai adoré tous les jeux que j'ai faits. Je vais quand même devoir faire une sélection et je vais parler d'un projet qui est en cours et que je trouve très intéressant parce qu'il est connecté à un projet de spectacle. Et du coup, je trouve que d'amener les cartes dans l'art vivant, c'est absolument formidable. En plus, c'est quelque chose que tu connais bien, toi. Donc là, c'est le tarot Home qui vient d'après le roman éponyme, Home, et qui traite d'un voyage initiatique, d'un personnage qui part dans un univers un petit peu surréaliste, un peu dans ses rêves. C'est un petit peu surprenant. Et chaque carte de ce tarot, en 22 cartes pour le coup, donc c'est que les arcanes majeures, vient illustrer un chapitre de ce livre et donnera lieu à l'avenir, je l'espère, à des illustrations qui seront utilisées dans un spectacle qui va être récité avec musique et danse. Donc oui, c'est ce que tu dis, c'est un spectacle qui qui est extrait du livre en tout cas, où chaque chapitre est l'une des cartes et qui est comptée sur scène un soir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux parler aussi un peu de toi, de ton entreprise? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans quel salon? Sur quel réseau? Internet? Tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors moi, je suis vraiment ouverte à la communication et puis à l'échange. Donc la façon la plus simple de me joindre, c'est de m'envoyer un petit email sur le formulaire de contact. C'est ce qu'on a fait, effectivement, c'est vrai. Ça marche, ça fonctionne, hein. Je lis moi-même tous les mails, donc il n'y a rien qui est pré-trié à l'avance. Donc là, c'est la façon la plus simple de rentrer directement en contact avec moi. Après, il y a sur les réseaux sociaux, je vais être plus réactive sur Instagram que sur Facebook. Et sur les salons, alors de temps en temps, c'est possible de me retrouver. J'essaie toujours de faire 1 ou 2 salons par an, souvent plutôt à l'automne. C'est lesquels qu'il faut viser si on veut voir dans les salons? Alors ça change un petit peu chaque année. Ah d'accord, il n'y a pas un salon de la carte à jouer, des artisans de la carte ou des... Non, alors ça n'existe pas. Alors il va y avoir les Journées européennes des métiers d'art en avril, et là je vais être sur la région Lorraine. Ok. Normalement, j'attends la confirmation, mais normalement c'est bon, sur un événement autour du jeu. Et en l'occurrence, là, je vais pouvoir montrer mes cartes artisanales. Donc on peut te voir quand même sur quelques salons. On mettra de toute façon tous les liens des sites internet sur la vidéo. Et donc je sais que tu fais aussi des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors moi, j'ai grand plaisir à accueillir du monde directement en personne dans l'atelier pour pratiquer la fabrication artisanale des cartes. Ok. Alors dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que sur une après-midi, c'est généralement un samedi après-midi, j'accueille 2 à 3 personnes, et là, on va pouvoir choisir les cartes qu'on va réaliser de façon agrandie, et ça va faire des objets décoratifs. On choisit 3 cartes, et on va les réaliser de A à Z en technique artisanale, et à la fin, on finit par une enluminure des symboles. C'est chouette. Donc souvent, c'est assez sympa, et c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de pratiquer l'artisanat de la carte à jouer. C'est à Villejuif, dans mon atelier qui est ici Là où en on est, tout de sous-sol. suite, ouais. Et la façon la plus facile d'avoir des informations sur cet atelier, c'est de passer par Weekendoo, qui est une entreprise qui met en relation des artisans avec le public et qui me permettent, voilà, qui gère les réservations de l'atelier. Ok, on mettra aussi le lien à Weekendoo, W-E-C-A-N-D-O, c'est ça? C'est ça.